Vendredi 27 mai 2022, dernier vendredi de ce mois. Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur Royal TV Bénin pour votre émission Opinion. Ils sont déjà là avec moi sur ce plateau. Eric Kouchikor, un habitué. Eric, bonjour. Bonjour Enoch Monsino, ami internaute de Royal TV Bénin, salut. Mathieu Coco, bonjour, vous êtes notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est le plaisir partagé d'être sur ce plateau avec vous et je souhaite aussi beaucoup de bonheur et ceux qui nous suivent qui prennent beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons attaquer la première rubrique de cette émission. C'est bien évidemment la synthèse des unions de cette semaine. Suivons ensemble. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse des canards parus dans la semaine du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022. Commençons cette synthèse par le quotidien, le leader du jour de Olivier Kouenou, qui a titré en manchette « Célébration différée de la fête du travail à la mairie d'Adjoum ». La SE Jérôme Bokov communie avec le personnel de l'administration communale. 2% de taux de chômage au Bénin. De quoi parle Urbain Amegbedji? C'est allé dans les colonnes du quotidien Dabarou dans sa parution du lundi 23 mai 2022. Mardi 24 mai 2022, deuxième mandat du président de la République. Talon boucle un an de progrès. Prouesse, perspectives et défis du quinquennat. Le hautement social de parole aux actes, a titré le quotidien Le Matinal dans sa parution du mardi 24 mai 2022. À 9 mois de la tenue des législatives dans l'optique du déroulement de la classe politique au Bénin, Lokossa rejette le camp Laurent Zomaï. C'est allé dans les colonnes du quotidien L'Audace Info dans sa parution du mardi 24 mai 2022. Projet éthico. Pour finir avec Talon et sa rupture en 2023. Yahi, candidat à Cotonou. Conséquence du coup de génie en préparation par les démocrates pour effacer Talon de l'histoire du pays. C'est ce que nous a titré le quotidien Le Béninois libéré de Aboubakar Takou dans sa parution du mercredi 25 mai 2022. Dabarou à présent. A1 du mandat hautement social de la rupture. Le terrorisme et la cherté de vie comme un cheveu sur la soupe de Talon. C'est Ali dans les colonnes du quotidien Dabarou dans sa parution du mercredi 25 mai 2022. Vendredi 27 mai 2022, pour finir, le leader du jour de Olivier Kouenou revient pour mettre en petite une tournée sur la cherté de vie dans la commune d'Adjoum. Les populations des arrondissements de Tobota et de Démen sensibilisées. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le leader du jour de Olivier Kouenou dans sa parution du vendredi 27 mai 2022. Le chasseur info pour finir. Violence sexuelle en milieu scolaire dans la commune de Kobli. Un directeur viole une maîtresse à Datori. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le chasseur info dans sa parution du vendredi 27 mai 2022. Amis internautes de Royal TV Bénin, merci de nous avoir suivis dans la synthèse des unes parues dans la semaine du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022. Merci pour l'attention. À vendredi prochain pour une nouvelle rubrique. Retour sur ce plateau, Eric Kouchikor, vous avez suivi la synthèse des unes de cette semaine. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Vous êtes un habitué d'ailleurs. Évidemment, j'ai suivi la synthèse des unes des journaux, comme vous d'ailleurs, et ce qui a retenu mon attention le plus, c'est ce qu'a titré le quotidien Le Matinal, qui titre en manchette « Deuxième mandat du président de la République, Talon boucle un an de progrès ». Promesses, perspectives et défis du quinquennat. La gouvernance du Bénin passée en crible, le hautement social de la parole aux actes et puis appréciation de divers acteurs politiques. Voilà ce qui a retenu mon attention. Le Matinal, c'est un quotidien qui existe depuis plus de 2 décennies. C'est un quotidien qui est dans sa 24e année d'édition. Et c'est lui qui titre que le hautement social
qui est bien constaté dans tout le Bénin. Mais je me demande si c'est réel parce que le panier du ménager n'est pas aussi assez comme ce qu'on attendait, mais comme c'est un journal de ce grand homme comme Charles Toko, comme c'est son journal qui titre ça, je me pose beaucoup de questions. Le hautement social... Nous allons y revenir dans un instant. D'accord. Mais merci à vous, Eric. Mathieu Coco, vous avez suivi la synthèse de cette semaine. Dites-nous ce qui a particulièrement retenu votre attention. Non, je dirais que ce qui a particulièrement retenu mon attention, je pense que si je dois abonder dans le même sens que Eric, il faut dire que le hautement social est sûrement apprécié d'une façon ou d'une autre, pas selon les acteurs, selon leur position. Et il faut aussi dire que le gouvernement du président Patrice Talon, le contenu du hautement social n'est peut-être pas ce à quoi nous sommes habitués quand on parle du social. Et c'est beaucoup plus des programmes, c'est beaucoup plus des projets qui prennent beaucoup de temps aussi pour prendre corps. Et si déjà ils sont dans la lancée, je crois que c'est suffisamment important qu'il faut le dire ainsi. Merci à vous, monsieur Mathieu Coco. Nous allons y revenir certainement dans un instant. Alors, dans un instant, je disais, place à présent à la rubrique décryptage, juste après ceci. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Eric Koutiko, Mathieu Coco. Le lundi dernier, le président Patrice Talon bouclait un an de ses 5 ans de son second mandat. Le 23 dernier, le lundi 23 dernier, cela fait un an que Patrice Talon a prêté serment sous le signe du hautement social. Dites-nous, vous êtes dans le pays, est-ce que le hautement social dont on parle n'est pas mis à mal? Je vous remercie toujours pour l'opportunité de parler de la gouvernance de notre pays. Je voudrais juste dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le hautement social peut-être clamé par le président Patrice Talon est apprécié de diverses manières par les acteurs selon leur position, selon bien sûr ce qu'ils espéraient, ce qu'ils attendaient. Au fait, il faut comprendre un peu la méthode du président de la République et qui a annoncé déjà dans son discours d'investiture qu'il y aura un hautement social. Le hautement social qui est malheureusement enclavé ou sinon malheureusement coupé, si je peux le dire ainsi, par la crise qui secoue le monde entier. C'est une crise qui est internationale. Donc il faut faire attention dans l'appréciation du hautement social. Le social programmé, promis par le chef de l'État est peut-être autre, qui est en marche, mais que la crise est venue, chose là. Donc la première appréciation, c'est qu'est-ce que le chef de l'État est en train de faire dans le sens du social comme il a promis et quels sont les effets de la crise que la population est en train de subir. Les actions qui sont en train d'être menées dans le secteur du social, il faut dire que s'il y a quelque chose qui est remarquable et qui est en train d'être perçu aujourd'hui, c'est déjà le projet H qui est en train de prendre corps effectivement. Et quand vous voyez dans ces différents compartiments, c'est dire que d'ici très très bientôt, tous les Béninois, y compris nous, y compris vous, chacun aura droit à une assurance maladie. Quoi de meilleur pour un être peut-être sûr d'être soigné quand il va tomber malade? Je crois que c'est déjà un point très important. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce que le président Patrice Talon met dans le social n'est peut-être pas ce à quoi les Béninois sont déjà habitués. Aux Béninois, quand on parle du social, ce sont des subventions. Quand on parle du social, ce sont des dons. Quand on parle du social, c'est un peu de tout ça. Il faut dire aussi que les microcrédits, c'est toujours incorporé dans le projet H, qui ont pris en réalité une envergure beaucoup plus sécurisée et beaucoup plus dense. Si je parle de dense, c'est en matière de cagnotte, parce que c'est passé de 30 000 à 50 000 et que de 50 000, on peut aller à 100 000 et plus. Il faut parler aussi des autres projets mis en œuvre par le président Patrice Talon. Vous savez que dans le secteur de l'emploi, bien sûr, il y a 2000 emplois qui sont générés par le projet PSIE par an.
et qui sont prises en charge directement par l'État, qui déploie donc les jeunes dans les entreprises privées. Dans le même temps, il y a le projet Prodige qui permet en réalité d'envoyer des jeunes dans les centres d'apprentissage et que l'État supporte. Non seulement l'État prend en charge leur apprentissage, mais l'État leur donne donc des émoluments par mois pour leur permettre de tenir ça. C'est beaucoup plus de jeunes qui n'ont pas pu évoluer dans les études, mais ils ont aussi droit à un emploi. Donc bref, voilà un peu de choses qui sont déjà en train d'être faites, mais qui se fait sur le terrain. Ce sont des jeunes Béninois qui en bénéficient. Ce sont des Béninois qui en bénéficient le plus. C'est pour cela qu'il faut profiter de pour bénéficier de l'assurance maladie universelle, il faut forcément se faire enrôler par l'opération de ravie. C'est cela qui vous permet d'avoir votre carte biométrique et cela, à partir des années à venir, vous pouvez bénéficier donc de l'assurance maladie qui est en train d'être généralisée, soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Merci à vous Mathieu Coco. Eric Koutika, vous avez suivi Mathieu Coco qui a fait un peu l'apologie et comment ça se passe, le hautement social dont a parlé le président Patrice Talon le dimanche 23 mai 2021 au stade Charles de Gaulle ici. Dites-nous, vous, en tant que journaliste, population, vous ressentez ce hautement social? Merci à vous. Et donc, continuons. Le dimanche 23 mai 2021, le président Patrice Talon prêtait le serment pour son deuxième mandat qu'il a placé sous le signe du hautement social. Les jours passaient, les semaines, les mois passent, mais le peuple n'a pas encore senti ce hautement social. Je suis déjà heureux que M. Coco dise que ce hautement social est apprécié sous différentes manières. Il a parlé du projet H et autres, mais le peuple n'attend pas. Est-ce que le social, ce n'est rien que la fin? En réalité, non. Mais quand on parle du social au Bénin, le Béninois est déjà habitué à cela. Quand on parle du social, c'est d'abord son mieux-être en ce qui concerne la faim. Mais lorsque le Béninois n'est pas satisfait à ce niveau-là, il ne peut pas parler de ce hautement social. L'espagnol disait « Hay que comer para vivir et non vivre para comer ». Il faut manger d'abord pour vivre et non vivre pour manger. Vous voyez, donc il y a malheureusement cette crise internationale qui est venue. Je voulais parler de la guerre Russie-Ukraine. Et la crise du sanitaire, le coronavirus qui a pris par là aussi. Justement, le coronavirus, c'est depuis 2019, mais le président Patrice Talon, il a prêté serment en 2021. Donc, il sait bien que la crise est là et pourtant, il a placé son mandat là, son deuxième mandat, sous le signe du hautement social. Donc, nous n'allons pas trop nous appesantir sur la crise du coronavirus, mais peut-être sur la crise guerre Ukraine et Russie. Mais cette guerre aussi est venue quand? Il n'y a que quelques mois, il n'y a que 3 mois passés que cette guerre a commencé. Alors que le chef d'État a déjà fait environ 7 mois avant la crise là. Est-ce que pendant cette période de 7 mois, est-ce que le peuple est satisfait? C'est là la grande interrogation. Est-ce que le hautement social est constaté? Je dirais peut-être, je vais peut-être répondre par une négation. Vous n'êtes pas le seul dans ce pays. Ça, c'est peut-être votre opinion. Mais Mathieu Coco, est-ce que la crise alimentaire et économique ne constitue pas aujourd'hui un frein au projet du chef de l'État? Naturellement, c'est clair que tout autant que nous sentons vraiment cette crise, mais je vais rapidement rebondir sur ce que Eric a dit pour dire que la crise sanitaire liée au Covid-19 était déjà depuis 2019. Non, il ne faut pas qu'on se trompe, parce que la crise, la Covid-19 a commencé en 2019, mais les effets du Covid-19, ça s'est étendu sur 2020-2021. Quand vous allez en France, déjà à partir de 2020, les Français avaient commencé par tirer sur la sonnette d'alarme. La campagne dernière,
pour Emmanuel Macron, j'espère que vous l'avez aussi entendu, ce n'était pas forcément lié à la guerre Ukraine-Russie. Parce que Covid-19 a commencé en 2019, mais les populations ont commencé par être confinées, les entreprises ont commencé par fermer à partir de 2020. À partir de 2020-2021. Donc, si l'entreprise qui fabrique, par exemple, je donne un exemple comme ça, les pâtes alimentaires, a fermé à cause de Covid-19, malgré tout, il ferme en 2020. Les stocks qu'il avait les a évacués en 2021. Il vient d'ouvrir en 2021. Le temps qu'il commence encore pas à s'approvisionner pour produire, pour faire tout le reste, ça va prendre du temps. Donc ça va créer un vide sur le marché. Et c'est ça que nous vivons avant que la guerre Russie-Ukraine arrive. La guerre Russie-Ukraine, c'est beaucoup plus sur les hydrocarbures, c'est beaucoup plus sur le blé, c'est beaucoup plus aussi sur les trafics au niveau de l'Europe entre les grandes nations et qui régissent aussi sur nous. Donc c'est pour dire tout simplement que naturellement cette crise, sinon ces deux crises, ont porté un frein ou un coup dur à ce qu'on peut appeler le hautement social. Alors dites-nous, comment pensez-vous qu'une bonne dame peut sentir le hautement social si au moment où elle accédait au microcrédit de 50 000 francs, le riz a augmenté de prix, l'huile a augmenté de prix, tous les produits de première nécessité ont augmenté de prix. Elle ne peut pas sentir, c'est-à-dire le microcrédit qu'elle vient d'avoir, elle ne peut pas en bénéficier comme elle devait en bénéficier auparavant. Donc ce qui veut dire que le social promis a été réalisé, mais la crise l'a empêché d'en jouir correctement. Absolument. Donc c'est un peu ça. Donc il faut essayer donc de comprendre. Moi je crois que nous sommes à un moment où tous les Béninois doivent se donner la main pour une solidarité vraiment agissante et faire en sorte que les mesures qui sont en train d'être prises pour assouplir un peu nos douleurs pendant ces moments de crise soient vraiment respectées partout où cela se doit dans notre pays. Donc il ne faut pas laisser les commerçants faire leur bon choix, faire comme ils ont envie de le faire. Moi, je crois personnellement que la solidarité doit beaucoup plus s'imprégner. On aura peut-être le temps, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, d'apprécier efficacement, selon l'efficacité du hautement social. Je crois que d'ici 2 ans, on sera ici en disant qu'aujourd'hui, tous les Béninois ont une couverture sanitaire assurée. Si on peut le dire, je crois que ça va être une grande réussite pour le président Patrice Talon, qui serait peut-être le premier président de notre pays à avoir réussi un tel projet. De en sorte que le secteur privé, lorsque vous travaillez, même pour une journée, vous avez une couverture sanitaire. C'est très important parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus meilleur que pour nous, que la santé. Vous pouvez manger, mourir. Absolument. Bien sûr, on peut manger, mourir. On peut manger, s'intoxiquer. Mais quand vous intoxiquez, il faut que vous ayez assez de soins pour pouvoir bien vous soigner. Je crois que celui qui vous assure la santé a vraiment fait beaucoup pour le social. Merci à vous, Mathieu Coco. Eric Koutiko, le mandat du président Patrice Talon, ce n'est pas que le hautement social. Dites-nous brièvement ce que vous avez apprécié de ces 1 an passé rapidement. Merci à vous. Je crois que 12 mois de 60, c'est un peu insuffisant pour qu'on apprécie les actions du chef de l'État. Toutefois, pendant cette période-là, ces 12 mois, il a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas passer de vue. Pendant ce temps-là, il faut d'abord reconnaître que c'est une période où il y a beaucoup de décrets qui sont pris au Conseil des ministres. Dans son second mandat, il a parlé de l'Asfaltaille 2, de ce projet-là, mais malheureusement, ça n'a pas encore commencé. Sinon il n'y a pas ce Béninois-là qui n'allait pas apprécier le président de la République pour son premier mandat, parce que c'est dans tout le Bénin. Vous allez à Porte-Novo, quand on vous dit que c'est Porte-Novo de 1990 à 2016, vous allez dire non, que ce n'est pas Porte-Novo. Donc, en ce qui concerne les infrastructures routières, le chef de l'État, il a réussi ça. Il a mis le paquet. Il a mis le paquet, il faut l'avouer. Il y a un adage de chez nous qui dit, si tu n'aimes pas le tori, il faut quand même apprécier son akassa. Tu vois, donc c'est pas que je n'aime pas le président de la République, mais il faut avouer, il a réussi ça au cours de son premier mandat et il a voulu répéter ça.
Donc, il a encore beaucoup de temps. 4 ans, c'est beaucoup pour qu'on l'apprécie. Et je sais que c'est un homme de parole. Quand il dit, il fait. C'est un ennemi juré des éléphants blancs. Donc, j'ai foi à ses promesses. Donc, pendant ces 1 an, bon, sinon 1 an, c'est 12 mois qui vient de boucler. Il a fait ça sur les décrets, sur les nominations, qui sont des décrets appréciables. Je prends l'exemple de ce décret qui a été pris, par exemple, hier, au dernier le mercredi dernier, j'allais dire, pour le dernier Conseil des ministres de ce mois. Il a pris une décision appréciable concernant la pollution sonore. Donc, c'est ce genre de décision qu'il a prise pendant ces 12 mois et c'est appréciable. Mathieu Coco, 1 an, c'est peu pour vraiment apprécier l'initiative, les projets mis sur pied par le président et son gouvernement. Dites-nous, à quoi peut-on s'attendre pour les 4 ans restants? Merci. Il faut d'abord comprendre que le président Patrice Talon a eu une chance de continuer tout ce qu'il avait déjà commencé lors de son premier mandat, qui sont en train d'être achevés, d'autres sont en train en cours de réalisation. Quand on voit un peu dans l'allure que cela prend, on sait que la deuxième phase de l'asphaltage a déjà commencé, dans Porto-Novo, ça a déjà commencé. Il y a des rues qui ont commencé déjà à être asphaltées. Il faut dire que ça va être presque la continuité dans la construction des marchés, comme les marchés modernes qui sont en train d'être construits un peu partout dans le pays, comme la construction des stades. Omnisport à travers les communes. Il faut dire que ces stades aujourd'hui ont contribué à la performance de nos footballeurs. Les footballeurs qui déjà nos U20 sont qualifiés pour la CAN 2023 à Égypte. Il faut se féliciter. C'est la preuve en réalité que quand on demande à quelqu'un d'aller au chef, il faut forcément lui donner la roue. Donc le président Patrice Talon l'a compris. Ce à quoi je pense qu'il faut s'attendre les 4 prochaines années, c'est de ne pas, je ne veux pas plutôt dire ce à quoi il ne faut pas s'attendre. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un jour, on aura un président de la République qui va décréter pour dire, bon, j'ai décrété demain MTN ou bien quelques moves, va envoyer 80 000 au Béninois. Ça, je ne m'attends pas à ça. Je sais que le président Patrice Talon ne ferait pas ça parce que ce n'est pas en réalité son mode opératoire. Ce à quoi il ne faut pas s'attendre, c'est de dire, bon, désormais c'est clair, nous partageons du riz dans toutes les maisons. Le président Patrice Talon ne ferait pas ça non plus. Le président Patrice Talon va beaucoup plus travailler dans la structuration de l'administration béninoise, va beaucoup plus travailler dans la structuration de notre économie, va beaucoup plus travailler pour la dématérialisation de l'administration publique, va beaucoup plus travailler pour l'emploi des jeunes. Et je crois que sur ces chantiers, il est en train de poser déjà les bases depuis son premier mandat. Et comme l'a dit mon vis-à-vis tout à l'heure, je crois qu'on va s'attendre aussi à beaucoup plus d'infrastructures. Et comme il a promis pendant la campagne, toutes les communes seront reliées par une voie bitumée. Et je crois que le projet est en cours et il faut espérer pour qu'au soir de 2026, on soit en train, vraiment comme il a souhaité, de le porter en triomphe. Merci à vous pour ce premier sujet. Nous allons entamer le second sujet qui est législatif de 2023, de janvier 2023. Quelle chance pour l'UP et le BR qui, si les partis de l'opposition arrivaient à être sûrs de participer à ces élections, est-ce que les deux partis soutenant les actions du chef de l'État auront les mêmes chances que la précédente élection? Écoutez, en politique, il ne faut jamais se dire attendre que quelqu'un vous donne la chance d'avoir une chance pour... Non, on se prépare pour aller aux élections. On se bat pour gagner les élections. C'est toujours ce que cela a été pendant longtemps, cela a été ça. Lorsque vous êtes un acteur politique, on ne se lève pas la veille des élections pour dire qu'on va lui donner la chance. Non. Les lois n'ont pas été changées, c'est les lois qui ont été appliquées en 2019 qui seront encore appliquées pour les élections de 2023.
Donc, il n'y aura pas, normalement, il ne devrait pas avoir de surprise. Il ne devrait pas avoir de surprise pour quelqu'un qui connaît déjà ces lois depuis 4 ans. Je ne devrais pas m'attendre à ce qu'on enlève quelque chose de la loi pour me permettre d'y aller. Je dois m'apprêter pour pouvoir affronter ces élections. Je crois que tous les partis ont les mêmes chances. Alors, je me poserai la question de dire si l'opposition irait, si l'opposition veut aller aux élections, l'opposition ira aux élections. S'ils veulent aller aux élections, ils iront aux élections. Je crois qu'ils le veulent très bien. La preuve, c'est qu'ils sont déjà sur le terrain en train de travailler. Je ne sais pas ce qui pourrait bloquer les gens si tous les partis sont déjà conformes à la nouvelle chef des partis politiques au code électoral, si tous les partis ont déjà un siège, en tout cas les exigences donc, de la charte, si tous les partis sont sûrs de mobiliser les 10% de suffrages exprimés sur le plan national, rien ne devrait empêcher quelqu'un de participer à la répartition des sièges. Maintenant, quant à ce qu'est de la chance de chacun, moi je crois que tout le monde, à la date d'aujourd'hui, a les mêmes chances de gagner les élections. L'essentiel, c'est de travailler. Et le travail, ça ne se fait pas la veille des élections. Le travail, ce n'est pas à 3 ou à 4 mois des élections qu'on se lève pour dire « Ah, je suis non ». Le travail, c'est d'avoir une base qu'on entretient, qu'on forme, avec qui on est en contact, qu'on ne laisse pas à son sort jusqu'à la veille des élections pour venir s'en occuper. Je crois qu'à la date d'aujourd'hui, il serait déjà trop tôt de dire que telle personne a plus de chances de gagner que telle personne. Les jours à venir vont nous donner beaucoup plus de lumière sur sur cette question et on verra. Parce que dès que les positionnements vont commencer maintenant, vous allez voir que ce sont ceux qui ont plus de chances de gagner. Nous espérons voir Mathieu Coco sur une de ces listes. Eric Koutiko, l'UP et le BR, est-ce qu'ils auront cette même facilité, pas facilité, mais cette chance pour les législatives de 2023? Merci à vous, Enoch. Sinon, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser à M. Coco qu'il faut d'abord avoir participé à l'élection avant d'avoir dépensé les 10%. Donc, l'autre question, c'est de participer d'abord. Et l'autre, c'est les 10%. Si éventuellement, les partis de l'opposition remplissent les conditions exigées par les instances électorales, la Sénat, la Cour constitutionnelle et autres, et ils participent éventuellement aux législatives de 8 janvier 2023, je crois que la chance pour le BR et l'UP ne sera pas le même comme en 2019. En 2019, ce n'est plus un secret de polichinelle, tout le monde sait que c'est les deux partis, s'il y en a du chef de l'État, qui ont participé à cette élection-là. Si aujourd'hui, éventuellement, il y a d'autres partis qui participent, vous voyez, les candidats positionnés à la deuxième, deuxième, troisième position, qui ont bataille sur le terrain. Vraiment, et c'est comme le dit-on, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Si éventuellement, je prends l'exemple pêle-mêle, le PRD, la FCB, les démocrates participent aux prochaines élections législatives, vous voyez. Donc, au lieu de 106, ils étaient 83, prochainement je crois que c'est 106. Au lieu de 106 députés pour l'UPBR, donc les sièges sont à partager. Donc la chance, elle diminue à ce niveau-là. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc je pense que le chef de l'État ne va pas vouloir organiser une élection exclusive. Donc, le chef de l'État n'a jamais organisé une élection exclusive. Maintenant, ce sont les partis qui ne se sont pas conformés. Quitte à eux maintenant de prendre toutes les dispositions possibles pour pouvoir remplir les conditions exigées par les instances électorales pour pouvoir participer à ces élections-là. Voilà. Mathieu Coco, les partis de l'opposition, est-ce que vous les sentez vraiment sur le terrain, essayer de faire comme si vraiment nous voulons arracher le pouvoir? Bon, arracher le pouvoir, ce serait peut-être... difficile. Je ne dirais pas difficile, c'est possible qu'ils arrachent le pouvoir, parce qu'un parti politique, c'est créer pour conquérir, prendre le pouvoir et gérer le pouvoir. Alors, je dis que si on les sent, je ne suis pas un membre d'un parti de l'opposition, c'est sûrement leurs militants qui pourront nous dire s'ils sont vraiment actifs. Pour ce que nous voyons de façon visible, c'est seulement hier qu'un parti de l'opposition a commencé une tournée nationale
Bon, pour dire mobiliser la base et promouvoir le leadership féminin, d'autres se sont déjà affichés quelques mois plus tôt. Il faut dire que les élections législatives sont des élections de liste. Et dans ces genres d'élections, ce qui est important, c'est d'abord mobiliser effectivement, être en contact permanent avec votre base. Mais c'est de positionner sur vos listes des candidats qui sont en mesure de convaincre leur circonscription électorale. Lorsque vous n'êtes pas en phase avec la population par rapport à ce que vous mettez sur la liste, vous pouvez être le meilleur parti de l'opposition que peut-être des gens aiment, mais ils ne seront pas avec vous. Donc je crois que c'est à ce niveau-là que nous allons sentir vraiment quelle est la capacité, ce que pèse vraiment chaque parti de l'opposition ou de la mouvance. Parlant de facilité, moi je ne crois pas que l'élection de 2019 a été pour l'UP, l'UPR une facilité. Je suis désolé, pas du tout. Ça n'a pas été du tout une facilité, c'est une situation exceptionnelle qui s'est posée à eux. La bataille n'a pas été facile entre eux. Non, ça n'a pas été du tout une paix comme à l'église, ça n'a pas été du tout comme une paix à l'église, on a vu, et même les élections communales l'ont démontré. Donc je crois qu'il faut rester serein, espérant bien sûr que les partis de l'opposition vont se décider d'aller aux élections, étant donné que les lois n'ont pas changé. Ils sont déjà habitués à tout ce qu'on va exiger, donc il n'y a pas de souci. Donc on attend pour voir d'ici décembre pour savoir effectivement ce qui a lieu de dire. De toutes les façons, je sais qu'au niveau de l'Union progressiste, nous sommes prêts pour affronter ces batailles. Merci à vous Mathieu Coco, merci à vous Eric Koutiko. Comme vous le dites si bien, nous attendons décembre, pourquoi pas janvier, pour voir comment ça va se passer pour les législatives de 2023. Vous avez suivi le dernier conseil des ministres de cette semaine. La pollution sonore est réglementée aujourd'hui au Bénin. Très brièvement, Eric Koutiko, est-ce qu'un soulagement enfin? C'est un acte courageux que le chef de l'État a pris. Je salue d'abord cette décision-là. Il faut désormais prendre un certificat de conformité lorsque vous devez polluer désormais avec de son l'environnement. J'apprécie cette décision, surtout en ce qui concerne les églises évangéliques qui ne cessent d'empêcher la paisible population qui sont à côté de leur lieu de culte, qui crient les nuits, surtout quand on parle des veillées de prière de vendredi soir. Ce n'est pas que les églises évangéliques. Justement, c'est juste un exemple que j'ai pris d'abord en ce qui concerne les églises évangéliques qui crient, qui prient en criant, qui tapent, et puis bon, on revient sur les bars où les gens ne dorment pas, il y a de pollution sonore, mais le gouvernement, il a pensé à ça, il a réglementé ça. Je crois que c'est un acte salutaire et on doit encourager le chef de l'État pour cette décision qu'il a prise. Merci à vous, Eric Koutiko. Mathieu Coco. Merci beaucoup. Je crois que le président Patrice Talon et son gouvernement, en revenant donc sur ce fait, c'est parce que toutes les décisions qui ont été prises antérieurement n'ont pas été respectées. Absolument. Sachant tout simplement que plusieurs réglementations sont intervenues dans notre pays depuis 2011 pour réglementer l'affaire, mais ça n'a pas pris. Alors, la nouvelle donne qu'on peut voir dans ce décret, dans ce qui a été décidé en Conseil des ministres, c'est beaucoup plus les horaires qui ont été fixés, les horaires où il peut y avoir de bruit. Et ces horaires ont encore précisé que le bruit ne doit pas dépasser 80 décibels. À partir de ce moment-là, je crois que chacun d'entre nous, on doit devenir le gardien du respect de cette décision. Si ça doit être respecté, ça dépend de chacun d'entre nous parce que, vous savez, dans ce pays, on a interdit par exemple de mettre les bâches sur les voies publiques pour les cérémonies. Mais pourtant ça s'observe. Et ça s'observe avec une décoration des barrières de nos mairies.
Et c'est les barrières de la mairie. Il faut aller prendre une autorisation à la mairie. Pourquoi il faut prendre une autorisation à la mairie pour bloquer une voie, tant que c'est déjà interdit de bloquer une voie pour faire les cérémonies. Et maintenant, cela ne se fait plus du samedi au dimanche, c'est du jeudi au lundi. Absolument. Ce n'est pas normal. On ne peut pas, à cause d'une festivité, à cause d'une joie que vous voulez vous procurer, empêcher les gens de jouir quand même de leur aisance de trucs là. Ce n'est pas possible. Même circuler est difficile. Je crois que c'est une très belle décision et nous devrions être tous les gardiens de cette décision-là et ne pas laisser nos communes, les collectivités locales en faire encore comme un business comme fait chaud là. Il suffit seulement que quelqu'un brandisse un papier pour dire que j'ai autorisation. Ce n'est pas ça. La loi, la décision a bien dit que même toute autorisation ne peut pas dépasser 48 heures. Même toute autorisation ne peut pas dépasser 48 heures, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas polluer l'environnement dans les horaires précisés pendant plus de 48 heures. Donc, étant donné que nous sommes tous informés, nous allons rester sur nos gardes pour voir donc, ce que sera l'application de cette décision. Merci à vous, Mathieu Coco. C'est une décision salutaire. Ça permettra aux uns et aux autres de se reposer calmement chez soi et éviter ces bruits qui viennent du dehors. Eric Koutiko, merci à vous. L'avant-dernière étape de cette émission, c'est bien le Zoom que je vous invite à suivre. Le Zoom ce vendredi 27 mai 2022 fait le gros plan d'un homme politique de la commune de Dangbo dans le département de l'Ouémé au Bénin. Pour avoir siégé pour 5 législatures au palais des gouverneurs à Porto Novo, Saka Fikara porte désormais le titre d'ancien député, mais aussi d'ancien premier questeur de la 6e mandature avec le parti UN sous le président Mathurin Kofi Nago à l'Assemblée nationale. L'honorable Saka Fikara fut également ancien membre de la Haute Cour de justice et ancien directeur général de la SONACOP. Idéaliste, l'homme est reconnu pour son abnégation et sa forte conviction en ses idéaux politiques qu'il défend bec et ongle. Désormais membre actif du FCBE, un des partis de l'opposition béninoise, il est retourné à sa base à Dangbo, sa commune natale, où il est élu conseiller communal. Prenez le rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau visage. Retour sur ce plateau, vous avez suivi le Zoom de ce vendredi 27 mai 2022. Eric Koutiko, il s'agit de Saka Fikara, ce député qu'on ne présente plus, ex-député bien sûr, mais un député demeure député. Vous savez, Enoch, sinon lorsqu'on parle de Saka Fikara au Bénin, c'est un nom qui sonne. C'est celui-là qui a fait plusieurs fois l'Assemblée nationale et au cours de la mandature où le professeur Mathieu Nago était le président de l'Assemblée nationale il a été président 2 fois. La 5e et la 6e législature. Voilà, je voudrais parler de la 5e législature. Saka Fikara était le premier questeur de l'Assemblée nationale. Et il faut avouer, c'est quelqu'un qui est trop dynamique et courageux. Vous savez, l'élection qu'il a perdue et il n'est plus allé à l'Assemblée, c'est une élection où il s'est battu corps et âme, mais malheureusement, lorsque le peuple ne vote pas pour vous, ça veut dire que vous n'êtes pas élu. Sinon que quand on va parler de qui est Saka Fikara en politique, tout le monde le connaît, tous les présidents le connaissent, de Mathieu Kérékou jusqu'au président Patrice Talon. Qu'il vous souvienne, pour les présidentielles de 2016, il était le soutien fort du candidat Adjavon et c'est lui-même qui avait suggéré à ce que son candidat formule un recours contre les résultats du premier tour parce que pour lui, c'est son candidat qui est le premier, mais son candidat a décidé de ne pas formuler ce recours-là. Et bon, après ça, on a senti un congé politique
pour cet animal politique, si vous me permettez de l'appeler ainsi, parce que quand on dit politique, dans la vallée de Lomé, en ce qui concerne Saka Fikara, il est connu. Et puis pour ne pas mourir politiquement, hein, lui-même, pour les dernières communales, il s'est porté candidat sur la liste de la Force Cori pour un Bénin émergent dans sa commune natale, Dangbo. Et jusque-là, il n'a pas encore démissionné, donc il continue d'être élu communal pour la mandature en cours en ce qui concerne la décentralisation au Bénin. Donc c'est un peu ce que je retiens de l'homme, sinon c'est un politique bon teint. Merci à vous, Eric Koutiko. Mathieu Coco, vous connaissez certainement l'homme. Oui, mais Saka Fikara, c'est un acteur politique qui fait partie de ceux qui ont marqué le période révolutionnaire de notre pays. On l'a connu, bien sûr, à travers ses prises de position et beaucoup d'autres actions politiques qu'il a eu à commettre. Ce qu'il faut dire aujourd'hui de l'homme, c'est que en politique, comme je le dis toujours, il faut savoir faire des choix. À des moments donnés, quand on les fait, on les assume. Si aujourd'hui le député Saka Fikara n'est plus sur la scène politique, je crois que c'est par rapport à ces choix politiques qu'il a eu à faire à un moment donné. Donc ces choix lui ont coûté ce que ça lui a coûté et puis je crois qu'il est en train de l'assumer. S'il doit revenir encore sur la scène politique, comme il a fait à travers les dernières élections législatives, revenir, et ça dépendra toujours de lui. Et je crois que ces actions, ce qu'on peut retenir de l'homme, c'est des gens qui ne sont pas des transhumants politiques par intérêt ou bien à tout bout de champ. Saka Fikara, quand il est dans une position, il défend la position jusqu'au bout et il a fait l'expérience, les législatures passées et nous avions vu ce qu'il a été, ce dont il était capable. Je crois donc qu'il a vraiment marqué son temps et si aujourd'hui la population veut le renouveler, toujours sa confiance, ils devront le renouveler. Mais dans le cas contraire, donc je crois qu'il va tirer donc la leçon et une retraite politique pourrait s'imposer avec. Mais tout dépend donc de la base de la population. Donc ça nous apprend, nous autres jeunes qui sommes en politique, que tout a un temps. Merci à vous, Mathieu Coco. Merci à vous, Eric Koutiko. Nous allons malheureusement vous remercier pour laisser place à notre charmante Maouna Sika Donovossi qui viendra donner quelques conseils pratiques aux candidats. Comme vous le savez, nous sommes en fin d'année scolaire et les examens sont déjà là. Merci à vous, Eric Koutiko. Merci à vous. Rendez-vous vendredi prochain. Merci, amis internautes de Royal TV Bénin. Dans un instant, les conseils pratiques pour les candidats. Voilà, elle est déjà sur ce plateau. Maouna Sika Donovossi, bonjour. Bonjour, Enaka Moussino. Alors, vous nous avez concocté quoi pour nos candidats pour cette semaine? Merci pour m'avoir invité sur ce plateau pour les conseils aux candidats. Aujourd'hui, nous allons... Pardon, je suis... Allez-y. Aujourd'hui, je disais donc que nous allons parler des révisions à l'approche des examens. C'est déjà dans quelques semaines et les révisions après, la révision qu'on fait en classe avec les professeurs, les maîtres, il faut déjà que les candidats à la maison, avec l'accompagnement des parents, fassent aussi des révisions à leur niveau personnellement, qu'ils reviennent sur les épreuves qu'ils ont eu à traiter avec les professeurs, les écoles. Surtout la particularité maintenant avec l'innovation de la direction de l'inspection et de l'innovation pédagogique du ministère des enseignements maternels et primaires qui a voulu que le CEP blanc se fasse d'une autre manière
qui a instauré la correction collective des épreuves que les candidats sont en train de traiter. C'est un plus pour que les candidats, une fois à la maison, puissent reprendre ces épreuves-là et faire encore des révisions pour assimiler, parce qu'ils auront certainement un plus à faire des révisions de dernière minute. Donc, on ne sera pas long, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Maouna Nsika. Mathieu Coco, vous avez suivi Maouna Nsika. Vous aussi, certainement, vous êtes parent d'élèves. Dites-nous quels conseils on peut prodiguer à quelques jours des examens de fin d'année à son enfant. Non, est-ce que nous avons des conseils à donner aux enseignants? Je ne crois pas, parce qu'ils connaissent... Aux enfants? Aux enfants, d'accord. Je crois que les examens blancs sont en train d'être achevés cette semaine. Donc les enfants sont à la maison dès la semaine prochaine. Je crois que c'est les révisions qui seront beaucoup plus actives. Je crois qu'il faut beaucoup plus demander aux parents de devenir très doux avec les enfants candidats. Il faut être beaucoup plus doux avec eux, il faut leur éviter au maximum le stress. Il faut leur pardonner beaucoup de fautes. Il faut commencer par les entretenir, surtout entretenir leur santé, en mettant beaucoup plus en œuvre la petite boîte à pharmacie, si possible même les consultations pour que les médecins puissent leur donner le nécessaire pour que les enfants ne tombent pas malades le dernier jour. L'autre chose, c'est qu'ils commencent déjà par prêter le trousseau de les enfants. Ce n'est pas le dernier jour qu'il faut le faire. S'il y a des enfants qui n'ont pas d'imperméable, je crois que c'est le moment qu'il faut déjà leur procurer d'imperméable, parce que nous sommes en saison de pluie. Et puis, éviter que les enfants s'accolent trop au cahier. Je crois que ce n'est plus le moment idéal. Il faut qu'ils aient le temps de repos nécessaire, mais que, comme l'a dit madame, que les révisions soient beaucoup plus accompagnées, qu'ils essaient de reprendre, de relire les révisions qu'ils ont eu à faire à l'école. Ce qu'ils ont déjà fait à l'école comme révision, l'enfant n'a qu'à relire. Les parents ont qu'à les aider, donc à déceler les nœuds nécessaires, et puis je crois que ça peut aller. Merci à vous, Mathieu Coco. Et ma chère, vous l'avez dit le vendredi dernier, votre programme vous a permis d'être là ce matin. Oui, on va dire ça comme ça. Heureusement. Merci à vous, Maouna Nsika de nouveau aussi. Merci à vous, Mathieu Coco, pour avoir resté ici avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci d'être là. Nous espérons vous revoir très bientôt. Merci. Merci à vous, chers amis internautes de Royal TV Bénin. Rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut. Merci.